santé à tous. Donc, effectivement, c'est la dure et longue ou la difficile, pardon, je vais y arriver, mission d'introduire un nouveau cycle apparemment pédagogique autour des enjeux climat. Donc, bon, je suis ravi pour cette promo parce que du coup, vous êtes quand même, on va dire, d'origine assez différente sur des activités assez différentes et apparemment, vous avez quand même tous envie d'atteler dans le même sens. Donc, voilà. Alors, j'ai une présentation que je vais faire. N'hésitez pas à m'arrêter, me couper. Alors, je vais tester parce qu'une fois sur deux, ça marche moyennement, là, l'affichage en plein écran. Hop. Donc là, normalement, vous avez ma présentation, mais pas en plein écran. Et là, je ne sais pas si elle est en plein écran. C'est bon? Génial. Donc, n'hésitez pas vraiment à m'arrêter. Je vais essayer de regarder en parallèle le chat si jamais il y en a qui sont un peu timides. Et puis, alors, je ne sais pas si je suis un des meilleurs ou des plus actifs sur le sujet. En tout cas, je vais me présenter. Effectivement, ça commence à faire quelques années que je tourne autour de ces sujets. Donc, avant de commencer vraiment dans le contenu, alors là, Antonin m'a demandé d'intervenir sur les sujets mobilité, hein, mobilité durable et les enjeux climat. Donc, on va balayer un petit peu déjà qui suis-je et puis après les enjeux et aller rapidement sur des sujets très opérationnels. C'est-à-dire comment, en tant qu'employeur, je peux ou je dois quelque part traiter ces sujets et par quel biais finalement. Donc, sur Ecodev et où qui suis-je? Donc, moi, j'ai monté il y a maintenant 12 ans Ecodev, qui est une société de conseil qui accompagne les employeurs dans leur politique RSE avec un certain nombre de sujets qu'on traite. Je ne passe pas longuement sur le sujet, mais ça va d'approche à la fois stratégique, de mesures d'impact ou de déploiement très opérationnel, ainsi que ce qu'on peut appeler la conduite de changement, puisque tous nos sujets développement durable, quelque part, sont des sujets liés à nos changements d'habitude et changements de comportement. Ça fait appel à un biais cognitif qu'on va aborder rapidement aussi. Et puis l'historique autour de la mobilité, il commence à être assez ancien. On a débuté de manière très opérationnelle sur des actions de déploiement finalement autour de ces thématiques, comme un partenariat qu'on a encore d'ailleurs avec Blablacar sur ces sujets de covoiturage. Mais on a travaillé sur différents niveaux, différentes échelles, on va dire, à la fois d'entreprises, de sites, de zones d'activité, voire de régions, et puis sur des sujets assez larges, comme les thématiques en ce moment, par exemple, du VO, du forfait mobilité durable, qui sont des nouvelles, on va dire, actualités dans le monde de l'entreprise. On a monté, et c'est ce qui nous rend légitime aujourd'hui auprès d'un certain nombre d'acteurs, on a monté un écosystème du coup d'acteurs autour de la mobilité durable il y a maintenant quelques mois, dont l'objectif est de permettre finalement aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité, d'accompagner le changement de comportement. Ça, c'est un point qui est assez complexe finalement dans les entreprises, puisque du coup, on le verra, mais sur les trajets de domicile-travail, ce n'est pas forcément sous la responsabilité de l'employeur. On veut valoriser les solutions et les acteurs engagés et bien évidemment travailler avec une ligne, on va dire un fil conducteur ou une ligne, on va dire à ne pas transcrire, qui est la sobriété ou en tout cas la compatibilité de nos actions et de nos innovations vis-à-vis de nos enjeux climat. Je vous passe les objectifs, tout ça je vous l'enverrai, il y a un certain nombre d'actions et d'acteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à mettre autour de la table maintenant, ce qui n'était pas forcément gagné dans nos enjeux, à la fois des grands employeurs, des solutions et des parties prenantes qui sont à la fois des institutionnels, des scientifiques ou des collectivités ou services publics. Ça, voilà. Alors, je ne sais pas si comme c'est toujours compliqué de faire un exercice où on ne voit personne s'exprimer, n'hésitez vraiment pas à m'arrêter, puisque moi, je vois que mon écran avec mes slides. Donc voilà. Alors, les chiffres, quand même, c'est important de comprendre d'où on part sur ces sujets de mobilité durable. Et on a, dans un premier temps, quand même, un chiffre qu'on pourra balayer par la suite, mais environ 75%, donc trois quarts des Français vont en voiture au travail seul. Donc, on voit qu'on a un réflexe historique qui est d'aller tout seul en voiture thermique pour la plupart, ce qui, du coup, amène un certain nombre d'enjeux et de conséquences. Par exemple, la mobilité est représentative, ou en tout cas du poste le plus émetteur de CO2, avec environ 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une moyenne nationale par Français. Je pense que maintenant, vous avez peut-être un éveil sur les sujets du tonnage, mais globalement, un Français moyen, c'est 10 à 12 tonnes. Alors là, il faut faire des petits zooms généralement, puisque du coup, 20% des Français représentent à peu près 50% de l'empreinte carbone et 50% des Français représentent à peine 20% de l'empreinte.
Donc, on voit aussi qu'on a une disparité sur ces chiffres, mais bon, en moyenne, c'est probablement le poste sur lequel vous et moi, on peut agir le plus facilement au quotidien. D'autant plus que 90% de notre mobilité dépend du pétrole. Donc, on a finalement, aujourd'hui, quand vous prenez des flux de déplacement, que ce soit on va dire pour nos loisirs ou nos trajets quotidiens, et vous prenez toutes on va dire les objets ou les personnes qui se déplacent ou qui sont en mobilité, quand on fait un nombre total de kilomètres ou d'énergie dépensée à 90%, donc ces fortes mobilités là sont dépendantes au pétrole. Oui, alors Cécile, apparemment, j'ai vu lever une main. C'est le bon Oui, réflexe. merci. Juste pour bien comprendre, les 3 tonnes de CO2 moyen par an par personne, c'est pas que le fait d'aller en voiture au travail, c'est l'ensemble des émissions qu'émet une Votre personne. mobilité, ouais. Vacances D'accord. comprises. Ouais. Mais on Ok. verra, justement, j'ai zoomé la part vraiment des trajets domicile-travail par la suite. C'est une activité à part entière, hein, déplacer, c'est environ 10 heures par semaine et c'est à peu près la moitié pour aller au travail. Donc ça fait 1 heure par jour en moyenne sur les jours ouvrés. Donc là, moi, je prends souvent ce chiffre en disant, mais quand on est une entreprise et qu'on estime ou qu'on se dit qu'on peut gagner 1, 2, 3%, vous faites le calcul, 2% fois le nombre d'heures, donc 5 heures en moyenne, fois le nombre de collaborateurs, et vous prenez juste un SMIC horaire et vous verrez qu'on peut imaginer avoir des gains assez énormes, en tout cas en temps gagné. 75% des trajets font moins de 5 km et sont en voiture seule. Donc on voit qu'on a un réflexe au-delà d'aller en voiture tout seul. On y va généralement où on fait des déplacements au quotidien, parce que là c'est tout type de trajet aussi qu'on pourrait d'ailleurs, parce que je ne vais pas rentrer dans les chiffres, dans le détail, mais on s'aperçoit qu'en tout cas, même sur les toutes petites distances, ma pensée allait vers le 1 km, c'est-à-dire que vous avez les trajets de moins de 1 km sont faits pour plus de la majorité, plus de la moitié aussi en voiture seule. Donc on a une part, mais là c'est tout type de trajet confondu. Et là les 75%, c'est pour les trajets quotidiens domicile-travail. Bon, dans tous les cas, si on prend tous ces chiffres et qu'on les met les uns à côté des autres ou qu'on les compare, on voit que le potentiel, on va dire, de gain et d'évolution des comportements est énorme. C'est la deuxième source de dépenses des ménages français. Pardon, j'ai un peu de mal ce matin. Ça peut être le troisième en fonction des pouvoirs d'achat, CSP+, par exemple. Et c'est la troisième cause de mortalité évitable après l'alcool et le tabac. Alors, on pourrait se dire maintenant, sans entrer dans la polémique, que c'est la quatrième, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est une cause qui est on va dire, non négligeable sur les enjeux sanitaires. Bon, je passe rapidement sur cette partie parce que c'est simplement pour expliquer effectivement que plus on a de voitures, plus l'urbanisme prend en compte ces sujets et puis on a un cercle assez vicieux finalement sur le monde de l'automobile et tout autour. On l'a vu avec les constructions des villes en banlieue généralement ou en zone périurbaine avec les grandes agglomérations et les grandes zones d'activité qui sont clairement pour la plupart toutes dépendantes de la voiture. Et puis, on regarde les chiffres, on a aujourd'hui beaucoup de Français qui ont des véhicules plutôt thermiques et très peu sur des alternatives, comme l'électrique. Donc, bon, ça, c'était simplement pour essayer d'avoir une petite disparité aussi des typologies de déplacement en fonction du territoire. Parce que sur nos sujets de mobilité durable, il y a un point quand même qui est extrêmement important, c'est que c'est un enjeu territorial, un enjeu local ou un enjeu vraiment lié à l'infrastructure du territoire sur laquelle le site est basé. Et donc, on voit bien qu'on a une disparité entre des zones comme Paris ou des grandes agglomérations comme à Lyon, où on aura finalement un usage des transports en commun et de la marche à pied, par exemple, ou du vélo assez prédominant, et la voiture seule beaucoup moins prégnante, mais à l'échelle du territoire, la moyenne est assez foudroyante, parce que du coup, on a beaucoup de zones en périurbaine ou de zones rurales. Et puis on a des typologies différentes. Hein. Quand on est dans des grandes agglomérations, on a des distances généralement qui sont moindres et des durées plus importantes. Donc, je n'ai pas forcément, on va dire, envie de détailler ce point-là, mais on comprend bien qu'il y a du confort aussi et du stress associé à ces enjeux. Sur l'empreinte environnementale, là j'ai voulu quand même comparer les différents modes pour simplement avoir en tête les ordres de grandeur et bien comprendre que la voiture seule est clairement beaucoup plus émetteur que quasiment tous les autres modes de transport pour aller au travail. Alors j'ai sorti l'hélicoptère, l'avion, etc. pour aller au travail, mais voilà, on prend quand même des ordres de grandeur qui dépendent aussi d'un point qui est un peu subtil, qui est
on va dire, l'empreinte carbone associée à la production d'un kilowattheure, qui en France est très peu carbonée avec nos enjeux de nucléaire. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a ce type de chiffres. Si on allait en Allemagne ou en Pologne, on aurait probablement des chiffres un peu plus élevés sur le sujet des trottinettes ou des métros. Et là, ça devrait répondre à votre question ou à votre remarque, Cécile, c'est que la partie domicile-travail représente à peu près 15% de toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous avez, via les autres items, la répartition par type de mode de transport. Donc, ce n'est pas la typologie de trajet, là, c'est vraiment les modes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les utilitaires ou les camions, donc ce qu'on imagine être très polluant quand on les voit passer sur la route, hein, les gros camions de marchandises, ça représente à peu près le même impact au niveau carbone que nos trajets quotidiens. Donc voilà, il a bon dos le camion sur le bord de route qui nous embête en disant il est polluant. En fait, voilà, nos trajets quotidiens sont aussi impactants. Et puis en fonction des zones et en fonction des régions, ça peut avoir des proportions beaucoup plus importantes, à la fois sur les enjeux carbone, mais aussi qualité de l'air. Puisque du coup, je ne sais pas si vous avez retenu, mais quand on a été confiné en version plus stricte en printemps dernier, on avait quasiment plus de déplacements, 80% des déplacements avaient disparu, et on a eu des pics de pollution. Donc la question se posait justement de l'origine de ces polluants, puisque les voitures roulaient quasiment plus. Et donc on a retenu qu'à peu près un tiers de la pollution atmosphérique était dépendant de nos sujets de mobilité quotidienne, un tiers, si je simplifie, à peu près sur de la mobilité plus de fret logistique ou loisirs, et puis à peu près un tiers lié au chauffage ou à des sujets aussi d'industriels. Donc ça efface pas tout, effectivement, d'arrêter nos trajets, mais sur la partie climat, c'est quand même un poste extrêmement important. Encore une fois, c'est celui sur lequel on a le plus de levier facilement, ou en tout cas un de ceux qui est le plus simple à changer pour beaucoup. Là, j'ai pris des chiffres qui sont juste pour recontextualiser ces enjeux de mobilité durable dans la stratégie nationale bas carbone, pour montrer qu'on a aujourd'hui une évolution réglementaire assez importante, assez, on va dire, exigeante pour les employeurs, qu'on balayera par la suite. Mais même en suivant cette feuille de route, on voit qu'on a quand même, entre la feuille de route qui est planifiée et les ambitions de 2050 avec les accords de Paris, on a un gap assez énorme. Donc là, on est vraiment dans la période la plus simple, c'est-à-dire changer un peu ses habitudes pour réduire son empreinte environnementale. Mais si on veut tenir nos accords de Paris, on a des objectifs qui montrent qu'en tout cas, il va falloir changer drastiquement nos réflexes. Donc voilà pour le côté très glorieux de nos enjeux mobilité. Et puis, je voulais balayer rapidement le contexte légal, puisque du coup, vous êtes assujetti, en tout cas en tant qu'employeur, pour toutes les structures qui sont de plus de 50 personnes, vous êtes assujetti à une nouvelle réglementation qui est structurante, qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités. Alors, elle a été votée le 24 décembre 2019. Je passe rapidement sur le contexte global, mais la loi d'orientation des mobilités, c'est une loi très structurante sur des enjeux macro au terme de mobilité pour la France, voire pour l'Europe. C'est comment reconnecter notre territoire à des grands échanges, on va dire, européens, comment donner des choix de mobilité à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, comment on peut accorder des politiques publiques à une réalité opérationnelle pour être compatible à nos enjeux énergétiques, etc. Et c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que cette loi fixe des objectifs de réduction de 37,5% de nos CO2, là où il faudrait faire 70% ou un peu plus si on veut obtenir les accords de Paris, à horizon 2030, 40, 50, en fonction des points d'étape. Donc on voit qu'on a une grosse évolution réglementaire depuis quelques temps, parce que la dernière, c'était la loi LOTI qui devait des années 90. Donc on a vraiment extrêmement avancé sur ces sujets réglementaires, avec plein de décrets qui arrivent dans tous les sens, et des contraintes finalement, ou des évolutions pour les employeurs. J'en ai repris 4. L'objectif à moyen long terme, là, c'est le zéro véhicule thermique en vente, donc d'ici 2040, avec des pays comme l'Angleterre ou le Canada qui ont même eux plutôt parlé de 2030, 2035. Il y a une part aussi de la flotte auto qui va être de plus en plus contraint à être vert, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas plus électrique, plus hydrogène, en tout cas moins impactant sur le sujet climat, en tout cas en usage. Les infrastructures qui vont évoluer à vitesse grand V en termes de parking, d'infrastructures de recharge, et puis un déploiement d'un certain nombre de politiques publiques beaucoup plus contraignantes sur nos sujets dans les centres-villes. Alors ça, c'est un point qui peut paraître négligeable, mais à l'échelle européenne, on avait 231 villes
qui historiquement étaient rentrés dans une dynamique de zones à faible émission. Donc, c'est les zones qui vous contraignent finalement dans les centres urbains, principalement denses, de pouvoir venir et continuer à venir en voiture. Donc, c'est interdiction des véhicules thermiques ou fort restriction. Et à l'échelle de la France, je ne sais pas si vous savez combien de villes on avait, mais il y a encore 3 ans, on avait 2 villes qui étaient rentrées dans cette dynamique. Donc, 231 à l'échelle européenne, 2 à l'échelle française. Donc, on était un peu en retard et maintenant, on est obligé d'accélérer. Donc là, j'ai vu que le Grand Lyon était rentré aussi dans cette dynamique. Vous prenez toutes les grosses agglomérations. Il va y avoir des évolutions à moyen et long terme avec des engagements d'ici la fin de cette année. Ce que ça veut dire, c'est que normalement, vous allez peut-être avoir en tant que, on va dire, salarié ou tout simplement citoyen, probablement des zones sur lesquelles vous ne pourrez plus accéder en véhicule thermique. Et donc, si votre trajet quotidien vous pousse à passer en plein milieu d'une agglomération qui devient ZFE demain, bah, peut-être que vous serez obligé de faire des détours que vous n'avez pas imaginé faire. Alors, bon, bien évidemment, c'est soumis au contrôle et on voit que sur les sujets des vignettes critères ou des journées de pic de pollution, c'est rarement contrôlé, mais il n'empêche que ce sujet va se durcir, donc ça s'anticipe. La loi d'orientation des mobilités vous dit aussi qu'il faut, en tant qu'employeur, travailler dans les négociations annuelles obligatoires la thématique de la mobilité. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, IRP et direction, des RH, doivent aborder le sujet et idéalement travailler sur des actions permettant de réduire les coûts, réduire l'empreinte environnementale, aider à la prise en charge d'un certain nombre de trajets, mettre en place des organisations compatibles avec ces nouveaux modes de déplacement. À minima, vous avez des obligations qui est par exemple d'envoyer un mail normalement à tous les collaborateurs la veille d'un pic de pollution pour leur permettre d'avoir peut-être une journée de télétravail en plus, les pousser à venir en vélo, en covoiturage, ce genre de choses. Donc c'est peu fait, c'est peu suivi par les employeurs, c'est pour ça que ça me paraissait important de vous le préciser, mais ça va de plus en plus être contraignant, donc ça s'anticipe. Et s'il n'y a pas d'accord, il faut faire un plan de mobilité, et je reviendrai dessus par la suite. Juste après. Et l'idée du plan de mobilité, c'est d'étudier les flux de déplacement des collaborateurs pour objectiver finalement ce qu'il faut faire pour les aider à réduire cette empreinte environnementale ou ce stress lié au déplacement ou ce temps passé à venir au travail. Donc voilà, donc c'était une intro assez longue, mais je pense qu'il était important de remettre le contexte global, puisque du coup, je veux sortir moi de l'étiquette du cycliste ou de l'acteur écolo convaincu qui pousse les gens à prendre leur vélo au lieu de leur voiture, puisqu'on n'est vraiment pas dans ce type d'enjeu. On est vraiment dans une réflexion de structurer les politiques mobilité durable des employeurs. Chose qui n'est pas fait ou très mal fait. Quand je dis pas fait, c'est qu'un certain nombre d'employeurs ne se penchent pas trop sur la problématique des trajets quotidiens. Enfin, ils remboursent le pass transport et puis éventuellement, il y a des voitures de service ou de fonction pour certaines personnes, mais la grande majorité des Français n'ont pas un employeur qui leur donne les moyens de changer leurs habitudes au quotidien. Vous prenez des pays comme la Belgique. En Belgique, si vous habitez moins loin de votre on va dire, lieu de travail, c'est-à-dire que si vous cherchez à déménager pour vous mettre vraiment à proximité de votre lieu de travail, l'employeur peut aller jusqu'à financer, alors j'ai plus de pourcentage, mais une somme non négligeable sur une partie du loyer. C'est-à-dire en considérant que si l'employeur paye en l'équivalent d'une note de frais, enfin, c'est un autre modèle chez eux fiscal, mais il considère effectivement que l'employeur a sa responsabilité pour pousser le salarié à éventuellement venir à pied ou en vélo, ou en tout cas moins utiliser sa voiture. Donc on voit qu'on a dans d'autres pays des réflexions assez poussées sur aider l'employeur à avoir une réelle politique. La première chose, c'est de comprendre que c'est un travail sur le long terme. Et puis, on a des étapes assez classiques. Quels sont mes objectifs? Je veux devenir l'employeur le plus bas carbone en mobilité, le plus, on va dire, innovant en mobilité durable, ou à minima, respecter le contexte légal, enfin, peu importe. En tout cas, on fixe des objectifs pour ensuite faire des diagnostics sur des données quantitatives et qualitatives. On croise ces données à des données de géolocalisation, par exemple, ou d'analyse, on va dire, un peu plus fine, sur des données, encore une fois, quanti-quali. C'est est-ce que je peux venir en travail en tel mode de transport? Oui, mais est-ce qu'il est saturé ou compatible à mes horaires, par exemple? Et puis, une fois qu'on a croisé ces données, on peut commencer à fixer des objectifs. Quel est le bon objectif? On a fait beaucoup d'interviews ces derniers moments là, auprès de DRH pour mieux comprendre leur maturité sur le sujet. Et puis, vous avez ceux qui vont avoir 5% des gens qui viennent en vélo et d'autres 20%. Quel est le bon objectif? Ça dépend du territoire et ça dépend de ces données. C'est compliqué de le dire à l'avance. Et puis, du coup, ça permet de définir après une feuille de route opérationnelle sur ces sujets.
Donc voilà, donc on arrive dans le vif du sujet. Quelques conseils pour structurer donc une politique. Alors, on a balayé les grandes tendances aujourd'hui, on va dire, sur ces sujets. La grande tendance et la tendance numéro un pour 40% seulement des Français, mais c'est quand même 40% qui travaillent, c'est d'avoir finalement une politique et une réflexion télétravail ou liée à la non-mobilité. Ce n'est pas que le télétravail d'ailleurs, plus forte. La base peut-être, c'est de partir par quelque chose qui est peu fait ou mal fait, à mon sens. Alors plus maintenant, mais avant Covid, c'était un sujet qui était complètement négligé, c'était de vraiment questionner les salariés, faire des enquêtes pour comprendre leurs attentes, leurs tendances et commencer à pouvoir adapter des politiques en fonction de certains profils. Aujourd'hui, les politiques télétravail, c'est pour tous les salariés, c'est ça, à prendre ou à laisser, et puis c'est que pour les volontaires, mais souvent on ne fait pas de dichotomie par profil, alors que ça paraît quand même pertinent. Donc, de commencer à scinder. Alors, il y a les problématiques après d'égalité, il peut y avoir les problématiques d'enjeux avec le CSE ou autre, mais il n'empêche qu'un certain nombre d'employeurs le font, c'est d'arriver à être un peu plus fin justement sur la décomposition. Alors, j'ai mis limité à 2 ou 3 jours par semaine parce qu'en fait, les docteurs en psychologie ou le sujet de la psychiatrie en ce moment démontrent que d'être au télétravail tout le temps de manière perpétuelle, ça fait chuter quand même nos enjeux de productivité ou de notre morale. Donc on voit que là, les chiffres qui ressortent, c'est effectivement une journée de télétravail, c'est peut-être pour certains pas assez. 2 à 3 jours, ça peut être tout à fait viable. Au-delà, c'est quand même beaucoup plus dépendant du profil. Vous avez quand même dans beaucoup d'entreprises, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais la médecine du travail là, qui commence à mettre son nez dans les politiques télétravail, en repoussant un certain nombre de collaborateurs à revenir au moins 1, 2, 3 journées sur le lieu de travail malgré les enjeux sanitaires. Il faut disposer donc bien évidemment d'espaces de travail adaptés, avoir des temps d'échange et fixer des moments dédiés à ces sujets, on va dire d'échange et de créativité. Nous, on a beaucoup de DRH ou d'entreprises qui témoignent sur la perte de créativité qui a explosé de mars, on va dire, à cet été, et puis qui chute depuis la rentrée dernière et surtout depuis le début de cette année, puisque du coup, là, les contacts disparaissent. Et donc, tout ça amène à ce qu'il faille peut-être se former et communiquer sur ces bonnes pratiques. Il y a aussi les effets rebonds du télétravail. Ça peut coûter plus cher au niveau euro ou même environnemental de faire du télétravail. Donc, ce n'est pas gagné de dire que c'est la solution magique à tout, hein, bien évidemment. Et vous avez d'autres effets rebonds, c'est-à-dire que vous avez… alors c'est le syndrome de la cabane, hein, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent plus sortir de chez eux ou avec des grosses difficultés. Et donc, il y a aussi des tiers-lieux qui peuvent exister. Là, nous, on a beaucoup de questionnements sur les nouvelles politiques de tiers-lieux, de coworking, de s'assurer qu'on puisse, plutôt que d'avoir un siège, aller dans 10 sites assez éclatés, mais tous un peu interconnectés. Donc, c'est des changements qui vont être assez compliqués à déployer dans des grands groupes, mais les réflexions sont en cours et c'est assez intéressant de voir à quel point ça peut permettre finalement d'être dans un confort au quotidien pour les collaborateurs, parce que des distances quand même réduites, et puis des coûts aussi en termes d'immobilier qui peuvent être aussi assez réduits, sans forcément casser la productivité ni le sujet de la cohésion d'équipe. Sur les modes actifs, donc je ne sais pas s'il y a des questions, mais bon, en tout cas, c'était la partie vraiment plutôt non-mobilité. Ça peut paraître évident, hein, mais quand on avait fait ces supports et ces recommandations avant le Covid, je vous avoue qu'un certain nombre de DRH nous recevaient pas forcément de manière très accueillante sur ces sujets. Bon, maintenant, ça paraît évident, mais bon, j'ai quand même gardé ce type de slide. Sur les modes actifs, donc c'est un peu pareil. Alors, ce qu'on appelle les modes actifs, c'est tous les modes qui sont, on va dire, liés à la mécanique humaine. Donc, ça va être du vélo, de la trottinette, ou tous les engins de déplacement personnel qui soient électrifiés ou pas d'ailleurs, peu importe. On considère qu'ils vont être un peu plus actifs que de se mettre dans une voiture et qui ne sont pas partagés pour le coup. Donc, il faut communiquer sur les politiques publiques existantes. Pourquoi ? Parce que vous avez des territoires, on l'a vu avec les zones à faible émission, les politiques publiques qui évoluent et qui font changer un certain nombre de réglementations autour de ces usages. Et donc ça, il faut aller chercher l'information. Mais on a vu par exemple les aménagements des pistes cyclables temporaires qui vont devenir pour la plupart permanentes. C'est des aménagements et des politiques publiques associées avec des financements d'ailleurs, ou des subventions des collectivités ou à l'échelle nationale, on le verra par la suite. Il faut structurer une politique, alors ça peut paraître simple, mais structurer une politique de mode actif, c'est un vrai chantier. Hein.
C'est à la fois travailler sur qui sont mes partenaires, les gens qui vont s'occuper des ateliers, de l'entretien de réparation par exemple, et de les intégrer dans la réflexion. Ça va être de communiquer par exemple sur les services vélo de fonction, vélo en libre service, par l'entreprise, par la collectivité, le vélo propriétaire. Enfin, voilà, on a un certain nombre de services qu'on peut proposer ou qui existent déjà, et il faut travailler sur les sujets des infrastructures aussi. Donc, on a des chantiers qui sont quand même au croisement de compétences assez différentes. Il va falloir aussi, en tant qu'employeur, structurer la formation, la sensibilisation et soutenir la pratique. Ça, vous avez quelque part une responsabilité, si demain vous incitez à un mode de transport, d'accompagner ce mode de transport et ses usages. C'est comme fournir une voiture de fonction sans avoir fait la partie contrôle technique, ou s'assurer que la personne ait bien son permis. Enfin, ça paraît inconcevable. C'est exactement pareil sur les modes actifs aujourd'hui. Vous pouvez déployer des nouveaux outils qui sont issus là, justement de la loi d'orientation des mobilités pour les employeurs. Il y en a un qui s'appelle le forfait mobilité durable, qui est lié on va dire, à la capacité hors impôt, hors charge, de financer des nouveaux usages jusqu'à 500 euros. Enfin, ça peut être plus, mais en tout cas, la défiscalisation s'arrête à 500 pour valoriser ces bonnes pratiques. Dynamiser une marque employeur ou sa politique RH. On a beaucoup de DRH qui nous disent effectivement que sur les jeunes générations, la voiture de fonction plus la place de parking, c'est plus l'argument qui fait mouche pour faire signer des contrats de travail. Donc, on a un sujet quand même d'avoir une proposition de mobilité beaucoup plus innovante, et les modes actifs font partie intégrante de cette réflexion. Il faut mettre en place des indicateurs et des objectifs. Alors, c'est quoi l'objectif? Alors, national, je peux vous dire que on est à peu près à 3% d'usage en moyenne de cyclistes aujourd'hui sur les trajets quotidiens. Le plan national vous dit qu'il va falloir aller jusqu'à 12% en 2030 ou 9% en 2024. Enfin, voilà, on a des échéances sur des territoires. Et puis, vous prenez par exemple des villes comme Strasbourg ou Grenoble, on est à 18 ou 19% de gens qui vont en vélo au travail. Et ça, c'est lié bien évidemment aux politiques publiques locales qui ont été très incitatives. Il faut former des profils chez vous, être compétent sur ces sujets. Je prenais tout à l'heure la réflexion de la politique mobilité durable de manière générale. Elle est souvent éclatée entre les RH sur les passes transport, la RSE sur le vélo, ou par exemple la flotte auto par les services généraux ou l'immobilier, et les trajets, on va dire peut-être même on va dire professionnels longue distance avec un autre service. Et puis on pourrait dire qu'on a le CSE qui propose par exemple des voyages pour les loisirs. Donc on a tout ça éclaté et on n'a pas de reporting sur le sujet. D'ailleurs, c'est une petite remarque, mais souvent dans l'empreinte environnementale, puisque c'est le sujet quand même de votre club, il y a des sujets qui ne sont pas du tout traités. Typiquement, les vols ou les déplacements provoqués par les CSE lorsqu'on finance les activités loisirs ne sont pas pris en compte dans les empreintes carbone des employeurs, ce qui, du coup, pourrait être quand même amené à controverse. Et puis, on doit être exemplaire, puisque, du coup, c'est très simple de dire, en tant que dirigeant, faites ci, faites ça, et continuer à prendre sa voiture 4x4 ou SUV avec sa super place de parking aux yeux de tout le monde. C'est en gros, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, c'est complètement incohérent sur nos sujets de développement durable et de mobilité durable en particulier. Donc, il est important d'avoir une exemplarité de la direction et un alignement quelque part entre les faits et les gestes. Et ça, c'est un point qui peut paraître un peu évident, mais nous, lors des analyses qu'on peut faire ou des audits, on voit qu'il y a quand même une disparité très forte. Et les résultats et le fait d'embarquer les collaborateurs dans la dynamique est souvent lié aussi à cette exemplarité. Et on le voit, nous, dans les ateliers de co-construction, il y a un certain nombre de salariés qui sont par défaut vraiment contre un certain nombre d'actions, non pas sur l'action en elle-même, mais parce que ça vient de la direction et que la direction ne fait pas l'effort. Donc, c'est quand même sur nos sujets de changement de comportement assez destructeur. Et on le voit d'ailleurs à l'échelle nationale aujourd'hui, les injonctions contradictoires et les prises de parole qui finalement sont contradictoires ou opposées d'une période à l'autre, fait bugger notre cerveau, quoi. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas adapté aux injonctions contradictoires, et du coup, c'est vrai que ça crée beaucoup de conflits par la suite. Chose vraiment à éviter, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, le climat social est tel que c'est très compliqué de revenir en arrière.
Donc voilà sur le sujet du vélo. Et puis j'ai mis aussi une petite pastille là en bas à droite. Il y a une nouvelle démarche et c'est une des premières opportunités que je voulais mettre en avant, parce que du coup on m'a demandé de mettre des opportunités. Donc c'est un label qui va arriver là dans les semaines à venir, porté par l'ADEME et la Fédération des usagers de la bicyclette, pour pouvoir accompagner les employeurs sur cette thématique de politique vélo. Alors, et après j'aurais à peu près fini sur les grandes recommandations. Les bonnes pratiques de la voiture autrement. Donc la voiture autrement, c'est quoi? C'est utiliser des services d'autopartage. Donc l'autopartage, c'est des flottes de véhicules qui peuvent être mutualisées pour avoir des usages répondant finalement à des périodes beaucoup plus courtes, comme partir en week-end ou un trajet professionnel ou une camionnette pour faire un déménagement. Enfin, voilà, donc un certain nombre d'employeurs, de plus en plus, contractent des abonnements avec des prestataires publics-privés. Enfin, quand je dis public, c'est qu'il y a des services d'autopartage gérés par les collectivités, hein, en délégation de services publics, mais bon, en tout cas, ça existe. Et vous, en tant que là, employeur, on va dire avec des tailles et peut-être des répartitions géographiques différentes, vous avez peut-être un intérêt à mutualiser un certain nombre d'approches, dont le sujet de l'autopartage. Donc, j'ai plus exactement les chiffres, mais globalement, quand vous commencez à imaginer que vous pouvez avoir 3 voitures en autopartage, pardon, c'est l'équivalent de 5 voitures de service ou de fonction. Donc, on a à peu près ce type de ratio quand l'usage est intéressant. Donc, on est vraiment sur des gains qui ne sont pas négligeables. On va dire que c'est 10, 15 à 20% à minima de voitures retirées de la circulation sur l'autopartage, et ça peut aller jusqu'à quasiment 50%. On a un autre sujet lié à la voiture autrement, donc c'est le covoiturage, qui est peu à la mode et surtout pas, ou encore moins avec ce type de visuel en ce moment, même si les fenêtres sont ouvertes. Mais voilà, on a la possibilité de mutualiser, puisque du coup nos voitures font en moyenne 1 tonne 2, 5 places, et on est dans 76% tout seul. Donc on voit bien que là, c'est déplacer une grosse masse et beaucoup d'énergie dépensée pour peu d'usage. Et donc là, on commence à avoir des lignes de covoiturage, on commence à avoir plein de sites internet, des prestataires dans tous les sens. Alors c'est vraiment le Saint Graal et le point le plus difficile à intégrer en entreprise, à mon avis, sur les trajets quotidiens. Il faut une masse critique, il faut les bons horaires, enfin, il y a pas mal de contraintes. Mais il n'empêche que pour ces trajets loisirs ou ces trajets quotidiens, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Ça peut être une fois par semaine, ça fait déjà 10% de CO2 en moins sur les trajets quotidiens. Ça peut être bon, voilà, à des moments précis, lorsqu'il y a un séminaire, une AG ou ce genre de choses, où là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Donc, ne soyons pas trop royalistes au départ, hein, plus royalistes que le roi, comme on dit, allons-y doucement. Il y a le verdissement de la flotte, donc pour beaucoup d'usages, on voit bien que les véhicules électriques sont une bonne alternative. En moyenne, ça fait réduire de 65% l'empreinte carbone. Donc, on peut rentrer dans la polémique, bien évidemment, des ressources associées, de l'extraction de certains matériaux, du recyclage, etc. Mais il n'empêche que sur une ACV complète, aujourd'hui en France, l'électrique est quand même très, très intéressante. Et puis, si je prends le sujet des particules fines, alors il y en a encore parce qu'une bonne partie des particules fines peut être liée au freinage, hein, au frein à disque. Mais il commence à y avoir des articles aussi hyper intéressants, alors c'est plus d'actualité, mais de l'Université de Genève en l'occurrence, qui vous montre le parallèle entre nos taux de personnes qui vont en réanimation ou hospitalisées et les pics de pollution, ou les zones aussi. Quand vous prenez les zones qui ont été très touchées au printemps dernier, je sais pas, je prends l'Italie du Nord, c'est très industriel, la région Île-de-France ou Bouches-du-Rhône, enfin voilà, ce sont des zones où c'est finalement une qualité de l'air plus polluée. Prenez toute la côte atlantique, il y a beaucoup moins de, on va dire, de problématiques sanitaires associées à la situation actuelle. Donc, on a aussi des enjeux et de bruit aussi, par exemple, hein, parce que les voitures électriques font moins de bruit, et le bruit, c'est quand même un point à intégrer dans nos réflexions de mobilité. Et puis, il commence à avoir des nouvelles approches de crédit mobilité, c'est-à-dire un peu sur le même fonctionnement que la carte restaurant. Vous avez une carte et puis vous pouvez financer de la mobilité, un coût de la voiture en autopartage ou d'autres modes. Et ça pourrait être du train, ça pourrait être, on va dire, du vélo, peu importe. Il commence à avoir des services hyper intéressants qui permettent de faire ce qu'on appelle de la multimodalité, vraiment choisir son mode de transport sans en être propriétaire en fonction de son usage. C'est de plus en plus demandé.
Il y a deux notions. Il y a l'intermodalité, c'est-à-dire passer d'un mode à un autre pour faire un trajet de A à B. Je prends mon vélo, après mon train et après je reprends le vélo. Ça, c'est de l'intermodalité. La multimodalité, c'est le choix que j'ai sur des modes différents, en tout cas des attentes différentes. Et c'est un coup, je prends le train et un coup, je prends le vélo ou la voiture. Et ça, c'est très demandé par les usagers. Donc voilà, donc là c'est un peu plus lourd, mais l'idée c'était de remettre quand même à plat un certain nombre de conseils. Donc avoir une politique incitative et un management exemplaire, ça peut paraître évident, mais c'est très peu ou mal structuré. Anticiper nos contraintes réglementaires à venir, comprendre le potentiel aussi, bien dimensionner un service. Typiquement sur l'autopartage, dans les entreprises qui le déploient avec 2-3 véhicules, ça crée plus de frustration que d'usage. Parce que s'il y a 4 personnes qui veulent réserver le même véhicule au même moment, bah, il y en a 3 qui sont sur le carreau, ça fait 3 déçus. Les 3 déçus, ils vont retenter peut-être une seconde fois. Si au bout de la seconde fois, ils n'ont toujours pas leur véhicule en temps et en heure, ils vont mettre une croix sur le service et c'est fini, vous ne les reverrez jamais. En tout cas, pas avant quelques mois ou quelques années. Donc, on a un dimensionnement de service important. Puisque si vous avez le bon équilibre, c'est là où finalement on a des usages qui changent et des comportements qui s'adaptent. Il faut adapter bien évidemment les flottes. Ça peut paraître encore une fois évident, hein, mais nous, quand on fait des études, il y a 90% des projets sur lesquels l'optimisation est quand même non négligeable. Donc, c'est des gains, c'est des coûts en euros pour les employeurs. Il faut valoriser tout ce qui est vertueux, les bonnes pratiques. Donc là, on a des outils en plus qui sont intéressants fiscalement pour les employeurs. Il y a un certain nombre de pratiques qui peuvent être automatisées ou qui peuvent être liées à des outils. J'ai mis BlaBlaLine ou Klaxit. Enfin, BlaBlaLine, c'est complètement gratuit en ce moment et a priori tout le temps. C'est des applications qui marchent bien et qui permettent d'ailleurs. Et j'ai vu qu'il y avait des offres en ce moment sur des sites comme Klaxit aussi où c'est 25 € quand je fais mon premier trajet ou 20 € de carte essence. Enfin, voilà, en tout cas, il y a des avantages en plus financiers à tester pour former après des réels profils pour suivre ces sujets et définir des politiques voilà, objectivées. Quel est mon pourcentage de réduction de voitures seules par an? Il faut accepter de se dire que ça doit être sur la longueur et ça ne va pas être 20% de gens qui vont changer du jour au lendemain. Enfin, à moins qu'on soit sous la contrainte comme on l'a vécu ces derniers mois. Généralement, les changements d'habitude, c'est un peu long. Il faut l'accepter. Et j'ai voulu finir sur ce type d'approche, c'est-à-dire qu'on voit que changer les habitudes, et donc ça, c'est aussi important en tant qu'employeur, ça veut dire qu'il faut adapter son discours en fonction des profils. C'est-à-dire que si là, je reprends les petits escaliers, là, vous avez en gros 5 étapes et 5 phases qui fait que votre compréhension du sujet et votre volonté de changer va être dans une de ces cases et du coup vous allez être en capacité ou pas d'accepter ce changement de manière très efficace ou pas. Et certains docteurs en psychologie sociale vont vous dire, alors c'est un peu, bien évidemment, c'est pour simplifier le discours, mais ils vont vous dire qu'il faut trouver 4 nouveaux avantages pour changer une habitude. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas, je vais faire du sport uniquement pour faire du sport. Vous dites, c'est bien pour ma santé, c'est peut-être bien pour la plage cet été. En plus, ça va me permettre, je ne sais pas, d'avoir plus confiance en moi parce que je vais me dépasser. Et puis, je vais pouvoir en même temps me balader en forêt et sortir de mon appartement. Voilà. Là, j'ai 4 avantages. Du coup, peut-être que j'irai faire un footing. Mais on est vraiment dans cette réflexion qui est de dire comment notre cerveau fonctionne. Et là, c'est assez compliqué finalement. Force est de constater qu'on est assez contraint sur des habitudes historiques de notre cerveau, qu'on a du mal à faire évoluer. Donc, si je veux simplifier ces étapes de changement de comportement, où finalement, au départ, je ne suis pas du tout en capacité d'imaginer que je suis capable de, je le fais tout le temps. Et c'est comme ça que fonctionne tout le monde. C'est-à-dire que quand vous déménagez, vous regardez quels sont les modes de transport pour aller à un nouvel endroit. Une fois que vous avez pris votre réflexe, vous ne regardez même plus. Si vous venez en voiture ou en vélo au bureau, si je vous demande quels sont les horaires du bus d'à côté, vous allez a priori être incapable de les citer. Alors que si vous prenez les transports, vous allez probablement peut-être connaître les horaires aux heures de pointe, mais peut-être pas les temps de parcours en vélo. Donc, voilà, une fois qu'on a focalisé son énergie sur un sujet, on a du mal à en changer. Et du coup, là, j'ai simplifié avec trois pastilles en haut. Si on prend un profil de communication autour du sujet du vélo en entreprise, il y a 3 niveaux de communication qu'il faudra avoir. Par exemple, une sur modifier l'image du vélo. Donc ça, c'est pour les gens qui ne sont peut-être pas du tout en capacité de se dire qu'ils vont pouvoir venir en vélo. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, tiens, le matin, j'ai une petite côte, je ne suis pas physiquement capable, ou il pleut tout le temps, ou jamais les enfants à la crèche. Enfin, voilà, on peut se trouver plein de bonnes raisons qui sont des fois
des fausses bonnes raisons, voire une bonne partie quand même. Après, on va faciliter l'expérimentation. Donc là, l'employeur va peut-être, par exemple, donner du matériel humain, du conseil et du matériel pour pouvoir tester. Et par exemple, pendant une période de grève, une période de pollution ou une période X ou Y, on va voilà, mettre le pied à l'étrier. Puis après, vous avez les problèmes plus structurants et les enjeux plutôt long terme et moyen terme, par exemple sur les politiques d'aménagement ou les infrastructures ou les politiques vraiment d'entreprise. Donc, faut le faire en parallèle. Et c'est ça la difficulté de ces sujets, c'est qu'un employeur doit comprendre qu'il doit travailler sur ces sujets en parallèle avec différents niveaux d'expertise, différents niveaux d'enjeux. Et ça, vous le dupliquez à tous les modes ou les non-modes en termes de mobilité durable. Donc voilà, j'ai fini sur des financements parce que ça plaît souvent en ce moment. Et on a la chance d'avoir une période et un momentum, on va dire, sur le sujet de la mobilité durable et du climat qui est intéressant. Moi qui suis ça depuis 12 ans maintenant, je peux vous dire que là, les signaux sont au vert, même si on est en retard sur plein de sujets, peu importe, parce qu'on a un plan de relance, par exemple, en ce moment, qui subventionne les PME et les TPE, donc c'est jusqu'à 250 salariés. Au-delà de 250, vous avez d'autres financements que j'ai pas, qui sont un peu plus complexes à comprendre. Mais là, par exemple, c'est 30 milliards sur les 100 milliards de plan de relance pour justement aider à réduire les empreintes carbone des entreprises, avec plein de sujets cofinancés ou financés par l'ADEME en particulier, sur les stratégies climat, les plans de mobilité, donc ce qu'on vient de balayer, les enjeux de rénovation aussi énergétique dans le bâtiment, éco-conception, etc. Donc ça, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, puisque du coup, vous pouvez financer quasiment tout partie des investissements. Et puis, vous avez d'autres programmes, des programmes de certificats d'économie d'énergie qui, justement, accompagnent sur les sujets, par exemple, de logistique pour les professionnels, la mise à disposition de vélos cargo, par exemple, ou des vélos adaptés à des nouveaux usages pour retirer, par exemple, des camionnettes ou d'autres modes plus émetteurs. Vous avez aussi, à l'échelle de zones d'activité, plutôt en zone rurale ou périurbaine, des plans de mobilité et des accompagnements financés donc par les programmes certificats d'économie d'énergie. Et puis, vous avez aussi celui du label vélo, sur laquelle l'ADEME a porté l'initiative, la FUC Pilote, Ecodev, Cyclé Alliance étaient trois structures qui ont aidé au référentiel dans le groupe de travail. Et là, vous avez des objectifs d'accompagnement, 4 500 sites, plus de 500 000 salariés et plus de 20 000 abris à vélo sécurisés financés. Tout ça par nos énergéticiens d'ici fin 2023. Donc, il va falloir se positionner si vous voulez récupérer ce type de subvention, puisque du coup, elles sont, on va dire, assez monnaie courante en ce moment. Voilà, bon, c'était un peu plus long que prévu peut-être. On avait commencé un peu en décalé, mais j'ai fait une grosse demi-heure. Je ne sais pas si ça amène des questions-réponses, si c'était suffisamment clair. Voilà, comme c'est une première, n'hésitez pas, je pense, échanger pour voir ce qu'il aurait fallu faire différemment, par exemple, ou si vous avez des questions, je ne sais pas. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Timothée, pour cette présentation, je trouve très riche. Ouais, bonjour Timothée. En fait, ma question, c'est... en fait, j'avais regardé l'offre d'une start-up qui s'appelle 1 km à pied, que tu connais sans doute, qui est, je crois, une ancienne de Blablacar qui a monté ça. En fait, ma question plus largement, c'est est-ce que toi, tu recommandes plutôt de se faire accompagner en fait, sur ces sujets par des experts ou d'y aller, de faire ça en interne? Enfin, c'est quoi un peu ta préco Alors, effectivement, je connais très bien Laure. On se connaît depuis 12 ans, donc on commence. Voilà, on a fait 6 ans de coworking. Donc, effectivement, c'est une personne que je connais très bien. Alors, pour moi, l'avantage et l'intérêt d'un kilomètre à pied, c'est d'avoir des outils pour permettre finalement à des employeurs d'avoir des ordres de grandeur, des données très vite et croiser des données très vite pour avoir des chiffres clés en fait sur ces enjeux. Donc c'est un super outil qui démocratise, on va dire, des enjeux via des chiffres et des données automatisées, informatisées, et qui permet sûrement d'avoir un choc ou un électrochoc pour des employeurs qui ne se rendent pas compte finalement de certains enjeux associés à ces déplacements. L'inconvénient que j'y vois, c'est qu'un outil seul, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Et là, on fait appel quand même à des changements assez profonds, à la fois de management, d'enjeux de déplacement, et ça s'accompagne. Donc moi, j'ai tendance à dire que
Les outils sont essentiels, mais dans un second temps, dans un premier temps, ça dépend de votre maturité. Si vous partez de zéro, à mon avis, commencez tout seul avec un outil en imaginant être capable de, vous allez probablement y arriver, mais vous allez faire les 10, 20, 30 erreurs classiques que tout le monde fait. Et vous allez passer par ces étapes, alors que si vous faites appel à des experts ou des gens qui vont vous accompagner, vous allez probablement éviter de refaire les erreurs classiques. Et les erreurs classiques, on peut se dire, c'est bien dans le cycle d'apprentissage, c'est vrai. J'ai moi-même besoin de faire des erreurs pour comprendre et évoluer. Par contre, sur le sujet de mobilité durable, il y en a qui sont quand même destructrices. Hein. Sur le sujet du covoiturage, si c'est le chantier numéro un, bah, je peux vous dire que vous allez probablement dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'euros pour faire 1, 2, 3% de report modal. Et quand vous allez devoir justifier l'énergie et les coûts auprès de votre direction, ils vont vous dire tout ça pour ça. Et on voit que l'actualité, par exemple, en ce moment, fait qu'on a une accélération de certains enjeux. L'usage du vélo, par exemple, la désaffection des transports en commun, l'explosion du télétravail. Et ça, on a beau avoir tous les outils qu'on veut, ça ne structure pas une politique. Donc voilà. Donc je pense que c'est un super outil. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce type d'outil dans un second temps. Par contre, si on n'est pas formé, si on n'est pas accompagné, si on n'a pas une maturité sur le sujet, vous allez probablement louper un peu l'exercice. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais moi, je crois beaucoup aux outils, mais ça fait 5 ans, 6 ans qu'on en déploie, alors plus ou moins personnalisé ou standardisé pour des entreprises, mais uniquement pour ceux qui ont une maturité assez élevée. Et c'est très rare, en fait, aujourd'hui. Je vais considérer que 5% des employeurs, à peu près, auraient un intérêt à avoir des outils structurants. Et puis, dans les outils, pour finir, il y a les outils d'analyse et les outils de suivi. Et je pense qu'aujourd'hui, la maturité est dans l'analyse très bien, mais surtout le suivi, en fait. C'est comment on suit ces sujets de report modal. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond totalement. Hein. Si, carrément. Donc non, mais un mix des deux, c'est bien. Un mix des deux, c'est bien. Nous, on a tendance à vouloir… Après, il ne faut pas se voiler la face. Le marché aujourd'hui, il est large et il faut tout pour que le marché avance. Et moi, je pense que des solutions comme Akio Metapied, c'est intéressant parce que ça démocratise à pas trop cher ces sujets. Par contre, clairement, si vous voulez mettre en place une politique ambitieuse avec, je sais pas, 10% ou 20% de report modal sur 3 ans, ce n'est pas quelques milliers d'euros qu'il faut mettre sur la table. C'est du temps, c'est des investissements. Et ça s'accompagne avec des acteurs autour de la table complémentaires. Et il faut déjà que tout le monde soit aligné sur une vision commune. Donc probablement que ça marche pour des débutants qui n'ont pas beaucoup d'investissement et qui veulent mettre un peu le pied à l'étrier. Mais voilà. Je suis très bavard, hein, désolé. On a Raphaël aussi qui veut te poser une question. Merci Antonin et merci Timothée, c'était hyper intéressant. J'ai une première mini-question, c'est est-ce qu'on pourra avoir votre presse qui est vraiment bien faite? Et une autre question, nous c'est un sujet qu'on bosse fort en ce moment, parce que en tant qu'entreprise de service, ça pèse lourd dans notre empreinte carbone, donc c'est notre gros sujet. Parmi les solutions qu'on aimerait déployer, on aimerait voir comment on pourrait accompagner nos collaborateurs qui, pour des raisons X ou Y, souhaitent conserver la voiture perso pour les déplacements domicile-travail, mais les accompagner sur quand ils sont en situation de changer leur véhicule perso. Nous, en tant qu'employeurs, qu'est-ce qu'on peut mettre à leur disposition comme outil pour leur donner des clés pour aller vers des véhicules moins émissifs, s'ils n'ont pas cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui existent par rapport à ça, des démarches qui sont lancées? On n'a pas encore grand-chose là-dessus. Après, là, il y a plusieurs niveaux. Il y a la pédagogie à ces sujets. Je pense qu'en tant qu'employeur, ce n'est pas compliqué que de transmettre quelques liens, quelques informations sur si vous changez de véhicule, anticiper les réglementations, soyez en phase avec l'air du temps et d'informer finalement quels seraient les meilleurs véhicules. C'est simple, hein, vous avez sur le site de l'ADEME toute la liste des véhicules vendus en France avec le grammage CO2 et les avantages et inconvénients de certains véhicules sur le sujet environnemental. Faut savoir qu'aujourd'hui, dans les zones, on va dire, à plus haut pouvoir d'achat, les gens qui achètent des véhicules neufs, si je prends par exemple sur la région parisienne, j'avais vu ça dans les Hauts-de-Seine, qui est un département, on va dire, à haut pouvoir d'achat de manière générale.
plus de 50% des véhicules achetés sont des SUV ou des 4x4. Là où on n'en a pas trop besoin dans les Hauts-de-Seine. Et en fait, c'est simplement des achats liés à l'esthétisme, à l'image que ça redonne, etc. Donc, on voit qu'au-delà du côté rationnel, il y a aussi en fait, l'achat de la voiture, c'est un achat qui, pour beaucoup, peut être considéré comme impulsif pour les marketeurs. C'est-à-dire que c'est vraiment un achat coup de cœur et un achat qui est plus du tout pragmatique. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous pourriez avoir un intérêt aussi à objectiver ce point-là en accompagnement sur des informations et puis en tenant aussi au courant des nouvelles offres et des nouvelles, on va dire, subventions, parce que vous avez des politiques publiques là, qui incitent un certain nombre de véhicules via des bonus et qui sont de plus en plus contraignants. Et le débat parlementaire avec la loi climat en ce moment au Sénat, à l'Assemblée Sénat, va aussi dans ce sens avec justement des nouvelles informations. Et après, sur les subventions ou les financements, vous en avez possible, par exemple sur les bornes de recharge électrique, l'employeur peut financer une partie de ces bornes. Vous avez des réductions d'impôts pour certains. Bon, voilà, c'est un peu plus subtil, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu technique, ça dépend du cadre. Mais oui, vous avez la possibilité d'accompagner. Alors, il y avait une question dans le chat là, sur le modèle d'enquête mobilité, des conseils. Alors, des modèles, oui, il peut en avoir. Après, ça s'adapte un tout petit peu. Nous, on a à peu près une trentaine de questions sur lesquelles il y a une vingtaine qui est vraiment la base. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des données du type vous venez comment, vous venez, c'est quoi votre distance, il y a des données qui sont hyper intéressantes et des décompositions qui le sont beaucoup moins. Si je prends par exemple les décompositions de distance, vous avez le 1-2 km qui pourrait être fait à pied, jusqu'à 5 en vélo classique, jusqu'à 10 en vélo électrique. Et après, vous avez aussi des croisements de données avec les temps de parcours. Est-ce que c'est 10 minutes, une demi-heure, une heure, enfin, voilà. Et en fonction des chiffres, si vous mettez 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, enfin, vous n'avez pas les mêmes ruptures et les mêmes taux d'acceptabilité. C'est-à-dire que si je vous dis vous avez 25 km aller, 25 km retour, faites-le en vélo mécanique, enfin, ça marche beaucoup moins que si c'est d'autres modes. Donc nous, on commence à avoir suffisamment de données pour se dire qu'on sait à peu près positionner le curseur sur le bon chiffre et la bonne catégorie. Et en fonction de la manière dont vous posez la question, ça conditionne la réponse. Donc ça, c'est un peu comme les questionnaires en sociologie, mais vous avez vraiment des façons de le tourner. Donc je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant, mais globalement, vous avez des enquêtes standards. Après, regardez, confrontez, parce qu'il n'y en a pas une parfaite. Et c'est là où je pense qu'effectivement, les outils ne sont pas essentiels ou pas suffisants. Parce qu'en fonction de votre profession, il y en a qui apparemment fournissent des boissons et des moments conviviaux là autour de la table, et d'autres des assurances ou des banques, et d'autres du service à la personne. Enfin bref, donc voilà, on voit bien que là aussi, il faut l'intégrer dans ces enquêtes. Super, merci beaucoup Timothée. Je vois que Régis Darval est arrivé. Pardon. Ce que je vous propose, c'est peut-être de poser une dernière question à Timothée, si vous en avez une. Et puis ensuite, on basculera sur le témoignage de Régis. Bon. En tout cas, vous êtes une promotion extrêmement assidue. Merci à tous. N'hésitez pas, je vais rester dans l'auditoire, mais discrètement. Merci Antonin pour la logistique. Et puis, longue vie à votre projet, en espérant que voilà, dans quelques semaines, mois, on ait un peu de retour d'expérience. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je serais ravi, à minima, Antonin, que tu nous tiennes informés là, des évolutions du projet. Et puis, bonne continuation à tous. Et puis, gardons le moral, hein, parce que dans ces périodes, voilà.